Bienvenue, mesdames, messieurs, et merci pour la fidélité. Des années 90 au dernier scrutin présidentiel au Bénin, jamais, dit-on, une élection n'aura autant été sujette à controverse, surtout à cette étape de la compétition, bien loin de la campagne proprement dite, en pleine période préélectorale, des divergences de vues, protestations et suspicions sont monstres. Corollaire de certains articles querellés au niveau du code électoral et de la charte des partis politiques, l'attention ravivée par le mode de délivrance du quitus fiscal et surtout l'introduction du certificat de conformité comme préalable essentiel pour la validation des dossiers de candidature a de peu conduire au pire. La forte tension n'aura légèrement chuté que suite à ce que d'aucuns qualifient de la main tendue du chef de l'État appelant à l'organisation d'un scrutin inclusif. Mais comme dans un film à rebondissement, l'organe en charge de l'organisation du scrutin se retrouve subitement dans la tourmente. La Sénat est accusée de favoritisme. La prêche qui aurait permis aux seules formations du régime au pouvoir d'obtenir l'aval de l'institution pour les législatives. Et depuis, mesdames, messieurs, comme on pouvait s'y attendre, la tension est remontée. La Sénat décriée et traitée de tous les noms d'oiseaux. Discrédit sur la Sénat en pleine crise préélectorale. La cacophonie. De trop pour une élection crédible. Mesdames, messieurs, le débat, c'est tout de suite et maintenant. Un décryptage de l'actualité de ces dernières heures avec un observateur plus qu'averti, un acteur politique. Nous sommes sur ce plateau avec Théophile Yarou, ancien ministre, secrétaire exécutif national adjoint. Il est l'un des porte-flambeaux du parti FCBE. Théophile Yarou, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Cette émission, comme nous l'annoncions, se veut une émission décryptage. Et pour le faire, j'ai à mes côtés mon collègue, Kodovi Amitono, qui, pendant les 45 minutes, aura à nous accompagner pour aller dans les profondeurs de ce qui se joue désormais au Bénin, autour d'une élection qui pourrait être une élection comme toute autre, mais qui s'annonce des plus tendues. Quand tu viens maintenant, à nouveau, bonjour. Oui, bonjour, je voulais tout dire. Bonjour également à nos amis téléspectateurs et surtout, merci au ministre Théophile Yarou qui a répondu effectivement à l'appel et pour donc éclairer davantage l'opinion publique sur tout ce qui se trame aujourd'hui donc autour de cette élection. Et là-dessus, je m'en vais vous demander, monsieur le ministre, au lendemain donc du 11 mars, où vous avez organisé une géante marche, vous avez pour une première fois remercier les populations. Ce n'est pas quand même régulier. Les forces corrupées émergentes 10 ans durant avaient quand même entretenu ce peuple, organisé régulièrement des marches. Mais pourquoi cette fois il faut remercier? Merci beaucoup. Et comme vous, je voudrais également remercier les téléspectateurs et le peuple béninois encore une fois, même si nous l'avons déjà fait à travers le parti politique que nous avons en ce moment en charge de diriger. Je voudrais vous dire tout simplement que les Forces Corées pour un Bénin émergent autrefois étaient une alliance. Maintenant, nous sommes un parti politique. Et même au moment où nous étions encore alliance, nous avions régulièrement remercié nos populations. Nous avons régulièrement remercié nos militants. Je me rappelle d'ailleurs que les journalistes disaient que nous en faisions trop déjà. Les marches de remerciement, et c'est vrai que ces marches étaient dirigées vers peut-être une personne, mais en général aussi, nous avons remercié le peuple béninois. Le caractère que souligne mon collègue, c'est surtout la spontanéité dans l'acte et le clin d'œil. Oui, c'est le fruit de la maturité ou c'est conditionné? C'est à la fois le fruit de la maturité, mais également c'est en réponse à la spontanéité avec laquelle le peuple également s'est mobilisé autour de nous. Vous savez que depuis 1990, de mémoire d'homme politique que je suis, même au moment où on était encore sur le campus, on a très peu de fois pu mobiliser autant de Cotonois. Et ça, c'était une première qu'il fallait tout de suite remercier et relever, et mettre ça à l'actif du peuple, mettre ça à l'actif de l'exaspération du peuple aujourd'hui qui s'est exprimé ce 11
11 mars 2019. Donc ce n'est pas le travail de fond des FCBE, ou bien on le fait, on le dit ainsi, juste pour appâter davantage. Non, ça fait partie de notre mode de gestion du parti. Nous avons aujourd'hui une équipe quand même qui est à la tête de ce parti, qui gère le parti et qui a pris beaucoup d'expérience. Nous savons, comme vous l'avez dit, nous avons géré pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, nous avons acquis d'expérience. Pendant 10 ans, nous avons amélioré nos manières de faire. Et pendant 3 ans maintenant, nous avons eu le temps nécessaire de faire un recul, d'évaluer nos performances, nos contre-performances et de se dire, mais nous devons avoir une autre posture vis-à-vis du peuple béninois. Voilà. Alors, monsieur le ministre, c'est vrai que le PRD n'est pas forcément dans la même dynamique en termes de gouvernance politique aujourd'hui avec les forces pour Bénin émergents, mais face à la situation que le parti vit aujourd'hui, eh bien, à travers votre sortie, vous avez dénoncé la Sénat et vous avez invité également le président du parti à faire davantage de déballage. Pourquoi ce clin d'œil spontané à l'endroit du PRD, en même temps cette attaque vis-à-vis de la Sénat, alors que vous n'avez même pas déposé vos dossiers là-bas? D'abord, je voudrais dire que c'est d'abord par principe au niveau de notre parti. Le principe, c'est que nous nous battons pour la justice. Donc, ça pouvait être quelqu'un d'autre. Le parti aurait eu le même comportement, la même attitude vis-à-vis de la personne. Ça pourrait même être aujourd'hui Olivier Bocca, je dis quelque chose comme ça, je ne le connais pas. Mais si nous constatons qu'il y a de l'injustice vis-à-vis d'un citoyen, eh bien, nous disons, nous allons dénoncer cela. Et c'est pourquoi nous avons encouragé le PRD et l'appelé à faire plus de déballage pour que la vérité puisse être vraiment révélée au grand monde. C'est-à-dire, nous sommes là pour la manifestation de la vérité et nous accompagnons tous ceux qui sont dans cette logique-là. Donc voilà pourquoi nous avons encouragé le PRD. Ce n'est pas parce que c'est PRD, mais c'est parce que c'est une injustice contre un citoyen béninois. Mais est-ce que ça ne fait pas un peu trop facile que déjà, après une déclaration comme celle-là, une posture comme celle de la deuxième personnalité de l'État béninois, que déjà vous voyez une injustice, que vous accordez un blanc-seing à la démarche? Mais écoutez, nous avons des informations. Vous aussi? Nous aussi, nous avons des informations. Mais ceux qui sont là, ils n'ont pas plus d'expérience politique que nous. Ils ont peut-être d'expérience en affaires, mais en politique, non. Et nous savons cette administration. Nous avons travaillé dans cette administration. Nous avons dirigé cette administration. Donc, nous savons comment ça se passe. Nous avons d'informations et nous savons quel était le but visé en procédant ainsi. L'intention clairement affichée du gouvernement, c'était d'exclure les partis de l'opposition. Et ça, je vais revenir tout à l'heure sur ça. En ce qui concerne plus spécifiquement notre parti, il y a un intérêt particulier pour le gouvernement d'écarter les forces corruptes pour un Bénin émergent pour les prochaines élections. Ça, c'est clair. Mais alors, vous imaginez, quand on dit que si nous avons fait preuve de diligence, nous sommes lents, la lourdeur, nous nous occupons d'autres choses à faire. Mais tous ceux qui le disent, c'est leur première expérience de confection de dossiers de candidature. Mais nous sommes à notre énième expérience. Ce n'est pas la première fois que nous faisons ces dossiers. Mais il faut dire aussi qu'entre-temps, il y a eu des changements qui ont été apportés. Le quitus fiscal n'existait pas quand vous confectionnez vos dossiers par le passé. Le certificat de conformité n'existait pas non plus. Vous devez vous mettre quand même en règle vis-à-vis des textes. Écoutez, nous, on n'a aucun problème vis-à-vis des textes. C'est le régime qui a des problèmes vis-à-vis des textes. C'est eux qui ont fait voter ces différentes lois. Mais c'est encore eux qui trouvent que ces lois ne leur permettent pas de subvenir ou de parvenir à leur fin. De parvenir à leur fin. Parce que leur fin, c'est de bloquer les partis de l'opposition. Mais la loi était taillée pour. Mais subitement, on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant. Il fallait donc créer une nouvelle pièce. Depuis quand une pièce
qui vient comme ça, ex nihilo, devient subitement la pièce maîtresse et devient une pièce éliminatoire. Ça ne vous dit pas quelque chose, vous? Le certificat de conformité n'est ni prévu dans le code, ni dans la charte. Et la Cour prend une décision, rend cette pièce obligatoire et éliminatoire. Ça vous dit quelque chose? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos dossiers sont propres. Mais il fallait un blocage et ils l'ont trouvé. Et vous savez, le laboratoire de ce régime, vous savez où ça se trouve? La tête grise de ce gouvernement, c'est où? C'est le président de la Cour constitutionnelle. Ah bon? Ben oui, vous le savez bien. Il était au centre de ce régime. Donc, il a dû chercher tous les moyens et il trouve une pièce, il la rend éliminatoire. Mes frères, messieurs les journalistes, je voudrais prendre l'exemple du président de la République. Dans un passé récent, c'est un homme d'affaires qui a participé au marché public, etc., etc. Mais dans les pièces constitutives des dossiers d'appel d'offres, ce n'est pas toutes les pièces qui sont éliminatoires. Et même quand des pièces sont éliminatoires, elles sont annoncées avant la compétition. Mais en pleine compétition, subitement, on crée une nouvelle pièce et puis on la rend éliminatoire. Ça n'a pas de sens. C'est ce qui justifie en réalité le comportement de l'USL. Parce que l'USL est allé déposer. Normalement, l'USL est allé déposer parce que l'USL se dit que la pièce ne devrait pas être une pièce éliminatoire. D'autant plus que l'USL existait en ce moment-là déjà. Donc vous existez, vous ne prenez pas la compétition. Quelle est cette affaire de certificat de conformité? C'est pas eux qui délivrent. Pourquoi la FCBE ne s'est pas aussi comporté exactement comme l'USL? Nous sommes toujours sur nos principes. Nous respectons nos principes. Je vais vous expliquer. D'abord, nous avons dit que ces deux lois, que ce soit la charte et le code, ce ne sont pas des lois. Nous n'avons pas... c'est des lois que nous rejetons en quelque sorte. Et donc, par conséquent, une pièce qui vient, disons, de l'application de ces deux lois ne nous regarde pas. Je vais vous dire une chose. Nous avons fait notre congrès les 10 et 11 février 2018. Le 19 avril, nous avons déposé nos dossiers au ministère de l'Intérieur pour la déclaration de constitution de notre parti. Le ministère a attendu le 10 juin 2018 pour nous répondre, soit au-delà de 2 mois. Je vais vous faire toucher du doigt l'acharnement auquel le parti FCBE fait l'objet dans notre pays. Et ça, c'est malheureux. 2 mois après, la loi qui était en vigueur, c'était l'ancienne loi qui était en vigueur en avril 2018. Sur la base de cette loi, lorsque nous déposons, le parti dépose sa déclaration de constitution de parti, eh bien, 2 mois après, le parti est censé exister légalement, sans aucune autre forme de formalité. Mais on a attendu plus de 2 mois après, au moment où nous étions en train de faire nos dossiers de publication, ou au moment où nous avons demandé au ministère de l'Intérieur de nous confirmer le numéro d'enregistrement du parti pour que nous puissions faire la publication au journal officiel, on nous envoie maintenant, le 10 juin, des observations à, disons, satisfaire. Est-ce que pour un gouvernement qui se dit respecter la loi, ça ne va pas. Nous avons dit, bien, on avait pensé qu'ils étaient de bonne foi. Malheureusement, nous sommes face à des gens qui sont de mauvaise foi. Et nous avons dit, qu'à cela ne tienne, ces observations, c'est juste quelques corrections à faire. Même si le parti avait déjà reçu son récépissé définitif, on pouvait toujours continuer de nous dire, bon, corriger tel. Bon, on a apporté les corrections nécessaires. Mais au lieu de nous répondre, le gouvernement a gardé nos dossiers jusqu'au vote en juillet de la nouvelle loi et jusqu'à la promulgation de cette loi avant de nous répondre pour dire revenez chercher vos dossiers, la loi a changé.
ça ne va pas. Théophile Yarou, vous avez été ministre et la charge ministérielle, vous la connaissez. C'est le quotidien. Le ministre de l'Intérieur a dit, avait mille et une choses à faire et l'a fait par priorité. Est-ce que ça fait juste, et vous l'avez suivi, est-ce que ça fait juste de parler du gouvernement qui a gardé par devers lui le document ou un ministre qui était plutôt débordé? Non. Vous croyez quand même à la fiabilité de ces propos? Justement, quand nous on s'est prêté à leur jeu en leur apportant des corrections, on avait pensé que c'était de bonne foi. La bonne foi voudrait peut-être dire qu'il est occupé, qu'il n'a pas eu le temps de traiter le dossier, etc. Mais finalement, les faits qui ont suivi ont montré la mauvaise foi. Non seulement du ministre, mais aussi du gouvernement. Parce que là, maintenant, quel est le travail qui est en train d'être fait? On tente à l'international et au niveau national de montrer que c'est nous qui ne sommes pas prêts. C'est l'opposition qui n'est pas en mesure de candidater. C'est aberrant. Alors, c'est une mauvaise foi, clairement affichée. Monsieur le ministre, il n'y a que le ministre de l'Intérieur que vous accusez, peut-être de mauvaise foi, avait déjà fait une déclaration le 14 février pour dire que même dans 2 mois, aucune déformation politique ne sera prête donc pour compétir. Mais si quelques jours après, des formations un peu comme l'Union progressiste et le Bloc républicain sont quand même prêtes pour participer à ces élections, ça veut dire qu'il y a quand même un problème à votre niveau. Mais votre analyse devrait vous permettre d'aboutir à une autre conclusion. Ça veut dire qu'il y a un problème à leur niveau. Comment ça? Nous avons, malgré qu'il nous ait demandé de revenir chercher nos dossiers, nous sommes allés. Nous étions dans... En ce moment, aucun bloc n'a encore tenu son congrès constitutif. Nous avons constitué nos dossiers bien au complet et nous les avons déposés avant tous les 2 blocs. N'est-ce pas? Et nous avons déposé nos dossiers. Normalement, on devrait d'abord traiter nos dossiers avant de traiter les dossiers des Républicains. On a attendu de traiter tous les dossiers de tous les partis politiques. Et on a reçu alors le même jour toutes les observations. On a dit d'accord. Bien. Le même jour, nous on a couru. Parce que les observations qu'on nous a reprochées, c'était des choses vraiment réglées en 48 heures maximum. Ce que nous avons fait, nous avons déposé tous les dossiers de mise en conformité avant au moins le bloc républicain, parce que nous avons déposé, c'est après nous qui sont venus déposer. Ça, nous l'avons vérifié. Alors, puis, lui qui dit qu'il faut 2 mois pour accomplir toutes ces formalités, il trouve le moyen, non seulement de délivrer le récépissé provisoire parce qu'ils sont en création, de solliciter, par ça, le président de la République lui-même nous a dit qu'il a demandé au directeur de l'office d'ouvrir un journal officiel spécial pour publier les déclarations de constitution des partis de la mouvance. Il a dit, vous avez entendu. Donc, récépissé provisoire délivré le même jour, publié le même jour, récépissé définitif délivré le même jour. Pourquoi? Vous n'y croyez pas? C'est la première fois que nous voyons cela. C'est la première fois. Il y a toujours une première fois. C'est la première fois que nous voyons un chef d'État s'impliquer personnellement de l'enrichissement de 2 partis politiques ou d'un certain nombre de partis politiques. Mais est-ce que c'est exclusif pour ces partis? Parce qu'il a dit, il a demandé à l'administration de se rendre disponible pendant ce temps, il bloque la délivrance du certificat de conformité pour les partis de l'opposition. Il bloque. Pourquoi je dis qu'il bloque? Regardez les observations, les motifs de délivrance de certificat de non-conformité. Demandez, tous les partis qui ont été créés depuis le 6 avril 2016 jusqu'à la date où on nous a bloqués ont reçu récépissé provisoire et même récépissé définitif sans que leur statut et règlement intérieur ne soient paraphés et signés. Y compris même les forces Corée pour un Bénin émergent. On a reçu des récépissés, non? Et aujourd'hui, on nous dit votre dossier là, vous n'avez pas paraphé et signé. Pourquoi on ne nous appelle pas pour les signer et puis nous délivrer cela? En clair, assez de griefs contre les structures qui ont été appelées à jouer une certaine partition dans la validation des dossiers à ce niveau. Mais lorsqu'on a vécu tout ça, Théophile Yarou, et qu'après, le chef de l'État, après tant de péripéties,
une tension qui tenait tout le monde par le cou, dit, bon, allez-y, faites-nous une proposition depuis l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il ne faut pas désormais regarder devant et oublier un peu le passé? D'abord, je voudrais revenir en arrière pour vous dire que toutes les structures techniques du ministère de l'Intérieur ont fait leur travail. Toutes les structures. Ils ont étudié les dossiers, ont donné leur avis technique. Mais après ça, les dossiers des partis de l'opposition ont été réquisitionnés pour être traités à la présidente de la République. Sophie, vous ne dites pas des choses que vous ne pourrez pas soutenir demain. Mais écoutez, vous êtes certain de ce que vous avancez là? Moi, je suis plus que certain. Je suis plus que certain. Non. Après avoir fait le traitement de tous les dossiers, on décide maintenant de traiter le dossier de l'opposition à part. Je vous dis. Pas d'autres cadres. Mais quand on était à la rencontre, cette fameuse, quand on dit que c'est le 25, là? Le 25, quand vous me dites qu'il y a une main tendue du gouvernement, il n'y a pas une main tendue du gouvernement. Ah bon? Il y a que le gouvernement a le dos au mur. Parce que c'était l'opposition, lui avait déjà fait cette proposition. Quand on a vu venir l'impasse, on a dit, appelez la classe politique pour qu'on s'entende sur un certain nombre de choses. Mais au lieu de cela, on nous a appelés, nous qui sommes de l'opposition, les paresseux de la République, qui ne sont capables de fournir les dossiers, on nous a appelés pour nous faire la leçon de morale, le cours de droit, etc. C'est parce que vous n'êtes pas capable de faire vos dossiers, parce que maintenant les choses se font avec beaucoup de compétences, beaucoup de... Mais vous avez été émerveillé quand même par cette rencontre. Je n'ai jamais été émerveillé. Émerveillé pourquoi? Émerveillé pour démontrer que c'est lui-même personnellement qui a étudié le dossier des partis de l'opposition. Non. C'est-à-dire que la présentation... C'est un sens figuré du mot. Que vous utilisez l'expression émerveillé. Au sens figuré. Parce que voilà un chef d'État qui ne laisse pas son ministre de l'Intérieur lui exposer le problème, mais qui va directement sur le problème et qui apparemment connaît bien le dossier. Il y a de quoi être émerveillé comme pourquoi ça. Ne voyez-vous pas cela comme une préoccupation plutôt républicaine qui a poussé le chef à faire le suivi personnel au niveau de chaque dossier? Et puis c'est le vôtre qui a de problème, il y a de quoi... C'est curieux que ce soit uniquement les dossiers de l'opposition qui a eu des problèmes. C'est curieux ça. Ça ne vous étonne pas? Uniquement. Il n'y a pas eu les gens comme Ayadi et consorts, Toleba, qui ont 200, 300 personnes à leur congrès et qui subitement ont trouvé 1115 ou 155 membres fondateurs. Il n'y a pas de problème là. Des gens qui sont encore dans d'autres partis, qui sont dans les blocs républicains. Il n'y a aucun problème là. Mais vous aussi. Mais cette manière de se faire passer pour des gens sains, pour des gens qui sont respectueux de la loi, elle est malsaine, elle est malhonnête. Parce que ce n'est pas bien de dire ça. Et puis après, on découvre plus loin que vous êtes tout aussi pourri. Alors, Théophile Yarou évoque là, quand je viens maintenant, le dossier qui fait désormais grand bruit, le cas de la Sénat, ce que certains confrères qualifient déjà de Sénagate. C'est encore ce que certains observateurs appelaient la structure apparemment fiable pour conduire le Bénin à bon port. Mais désormais, c'est plus que de la patate chaude par là. Alors, on a comme l'impression, mais ici, le regard des forces Koripo est bien émergent, parce que je l'avais posé en double volet, cette préoccupation-là, en même temps que vous faites un clin d'œil au président du parti PRD, vous dénoncez ce qui se passe au niveau de la Sénat, alors même que vous n'avez pas déposé vos dossiers. Vous craignez déjà cette situation-là? Encore une fois, question de principe. Nous voulons des élections inclusives, transparentes, crédibles. N'est-ce pas? Et pour que ces conditions soient remplies, il faut que les institutions chargées d'organiser les élections soient fiables, soient crédibles. Vous avez vu, c'est pas nous qui avons décrédibilisé la Sénat, c'est les partis de la mouvance. Ce n'est pas l'opposition. Mais quand ça arrive comme ça, c'est une grande déception pour nous. Parce que comme vous l'avez dit, vous pensiez que c'était quand même l'organe qui bénéficiait quand même d'une certaine cote de crédibilité. Mais quand subitement on se rend compte que cette organisation couvre
disons, des manœuvres frauduleuses comme ça et du favoritisme à l'égard des partis de la mouvance, c'est très inquiétant. Inutile même d'aller à ces élections si on maintient la composition actuelle de la Sénat. Parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la Sénat cède aux pressions du gouvernement. Et si c'est comme ça, la Sénat n'a plus alors, disons, les coups de franche pour dire les tendances réelles. Elle va être influencée. Je vais vous dire une chose. La Sénat, moi personnellement, j'avais beaucoup de respect pour cette Sénat. Au regard... Vous parlez au passé. Je parle maintenant au passé. Parce que les faits me montrent le contraire. Les faits me montrent le contraire. Je parle donc au passé. Vous ne voulez pas considérer que c'est une erreur qui est survenue? Non, mais écoutez, vous n'avez pas vu les dénonciations. Ce sont des dénonciations réelles. On nous parle de secrets ou bien de documents confidentiels. Est-ce qu'il y a quelque chose encore confidentiel dans notre pays? Ah, il n'y en a pas? Rien. Rien? Vous êtes écouté, je suis écouté sur mon téléphone. Sur la base de quel quoi? D'une loi votée par une majorité mécanique. Je ne fais objet d'aucune poursuite judiciaire, mais je suis écouté en permanence. Tout le monde est sous écoute. Ça se dit partout. Quelle confidentialité eux, ils veulent. Donc, eux, ils veulent garder une certaine confidentialité, mais les autres n'ont pas ce droit-là. Monsieur le ministre... Encore que c'est des documents administratifs. Ce que l'avocat du PRD a dit est juste. Seule la délibération peut revêtir vraiment un caractère confidentiel. Vous pensez que les dénonciations sont réelles, mais la Cour constitutionnelle n'a pas entendu cela de cette oreille, parce qu'elle a pourtant délibéré, et le PRD est débouté quand même dans ce dossier. Est-ce que vous avez déjà vu un dossier contre le gouvernement qui est prospéré au niveau de la Cour constitutionnelle? Mais pourquoi vous voyez souvent la main du politique et du gouvernement? Mais c'est une cour politique qui a désigné les membres. C'est les politiques. C'est une cour politique qui a désigné les membres. Vous avez vu l'opposition représentée dans cette cour? Depuis 1990, on avait toujours respecté la configuration de la classe politique. Mais aujourd'hui, alors, nous, on savait que les recours formulés par le PRD n'allaient pas prospérer. Mais au moins, ils ont eu le mérite de révéler au grand jour les magouilles qui se sont opérées au niveau de la Sénat. Et ça, c'est très important. Alors, et puis, ce qui est grave, à l'international, ça nous discrédite complètement. 1, qu'on écarte l'opposition. 2, qu'on ait la même mise sur l'organe qui est chargé d'organiser les élections. Écoutez, le Bénin est tombé complètement. Alors, Joël le disait tout à l'heure, monsieur le ministre, aujourd'hui, le chef de l'État, même si vous ne voulez pas accepter les choses comme telles, a demandé quand même qu'on ramène la balle à terre et qu'on voie dans quelle mesure on peut faire participer l'opposition à ces élections. Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui temps qu'on regarde de l'avant? Tout à fait. D'ailleurs, nous vous voyez, l'opposition politique en général et les FCBE en particulier, disons, veulent la paix dans ce pays. Nous voulons une sortie de crise. Et puis, nous voulons peut-être, disons, pour une fois, croire en la parole du chef de l'État. Nous voulons croire, parce qu'au nom de la paix et au nom de ce pays-là. Donc, si le chef de l'État est sincère, j'ai dit une fois encore que ce n'est pas une main tendue, mais il a accepté enfin les propositions de l'opposition. S'il accepte donc d'aller de l'avant, de dénouer cette crise, nous sommes disposés à donner nos propositions. La preuve, c'est que nous avons nos représentants qui font partie des discussions, qui participent aux discussions. Donc, nous avons une idée claire de ce qu'il faut faire donc, pour sortir de cette crise-là. Mais si vous avez une idée claire pour sortir de la crise et vous organisez en même temps une marche de protestation, est-ce qu'il n'y a pas de contraste? Non, pas de contraste. Aucun contraste. Pourquoi? D'abord, nous avons déposé la demande de marche avant la fameuse ou la soi-disant main tendue du chef de l'État. Et nous avions une autre autorisation. C'était aussi une manière du gouvernement de nous distraire. Parce que si on renonçait à la marche, peut-être que c'était l'effet qui était recherché. Il fallait peut-être dire, bon, ok, je suis d'accord, venez, on va s'asseoir, on va trouver une solution. Bien. Et nous, on va dire, bon, ok, renonçons à la marche. Non. Ça ne se fait pas comme ça en politique.
parce que n'oubliez pas que nous sommes dans un contexte de ruse. Alors donc, nous avons maintenu la marche. Ensuite, je voudrais vous dire que vous voyez, lorsque nous sommes en politique, il y a plusieurs mécanismes pour réclamer et pour mettre la pression, pour réclamer le rétablissement des droits de tous. Alors, vous imaginez, si nous on renonçait à cette marche, aujourd'hui on nous présenterait comme cette opposition incapable, elle ne vaut rien, qu'est-ce qu'elle représente d'ailleurs, etc., etc. Mais vous avez vu aujourd'hui que cette opposition n'a fait que porter les aspirations profondes de notre peuple. Et c'est ce qui a expliqué donc, cette grande mobilisation. Nous, on attendait que peut-être 40 000 disons militants, mais on a été tout de suite débordés. Dès 9h, écoutez, la place du Palais des Sports était quasiment noire de monde. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que malgré cette marche, nous restons dans cette posture de dénouement de crise. Parce que nous n'avons pas intérêt à mettre notre pays dans une situation de vide juridique. Parce que là, le 15 mai, forcément, il faut que cette assemblée soit renouvelée et réinstallée. Et donc, nous sommes d'accord qu'il faut aller vers une sortie de crise. Aller vers une sortie de crise, et l'homme peut conduire désormais les négociations pouvant aboutir à cette issue, l'annonce Adrien Ouidji. Et dans ce qui est couramment appelé depuis peu Sénat-Gate, une convocation lui a été adressée. Mais la suite, vous la connaissez, il a pu être auditionné, mais à son domicile. Comment trouvez-vous la nouvelle allure que prend ce dossier? Non, en ce qui concerne les aspects judiciaires de ce dossier, je ne vais pas me prononcer sur ça. Donc, lorsqu'une procédure judiciaire est ouverte, moi, je ne me prononce pas sur ça. Mais la convocation du président de l'Assemblée nationale rentre dans le cadre d'une procédure. Donc ça, je ne vais pas me prononcer sur ça. Mais maintenant, si vous me demandez, est-ce qu'il est toujours alors crédible pour conduire aux négociations, là, je peux opiner. Mais nous, en ce qui nous concerne, au niveau de l'opposition, il fallait d'abord récuser la présidence donc, de ces négociations. Parce que d'abord, il est de la mouvance. Ensuite, il a des difficultés. Si entre un des tours, il se retrouve pour négocier des choses contre notre dos, on va nous emballer dans un processus, puis après, on ne va rien maîtriser. Ça, c'est vraiment source d'inquiétude pour l'opposition. Parce que là, actuellement, il est en difficulté, donc en position de faiblesse, et il est de la mouvance. Qu'est-ce qui peut se passer entre les deux? Nous, Théophile Yarou, on n'en sait rien. C'est pas croyable, là, ce que vous dites. Ben oui. C'est qu'elle analyse ça. Vous voyez ce dossier sous cet angle? Donc ça peut devenir comme un jeu d'échecs où tout se joue, et une fois encore, une pièce qui va se refermer sur l'opposition. Parce que vous n'exagérez pas. Non, nous attendons à tout. Nous sommes éveillés. Et je vous dis, c'est eux qui nous ont appris à rester éveillés, à rester sur nos gardes. Parce que tout ce qu'ils ont posé comme peau de banane montre que c'est des gens qui ne veulent pas vraiment que l'opposition participe aux élections. Alors, quand on nous propose ça, c'est bien, on va y aller, mais nous restons très éveillés. Et nous disons au président de l'Assemblée, pour une fois, du sommet de ces 77 ans, qu'il puisse vraiment marquer positivement. Il a déjà fait par le passé, nous avons beaucoup de respect pour lui. Contrairement à ses amis de la mouvance qui sont passés dans les plateaux pour traiter un vieux de 77 ans de voyou, nous n'avons pas ce culot-là de le traiter de voyou. Mais nous avons beaucoup de respect pour ce qu'il a fait pour ce pays depuis les indépendances jusqu'à ce jour. Nous avons beaucoup de respect pour lui. Et nous lui demandons pour une fois, franchement, de servir le peuple plutôt que de servir un homme. Mais dans un contexte comme celui-là, un dossier aussi délicat, vous l'avez reconnu, est-ce que c'est facile de penser aussi spontanément au peuple? Un peuple qui n'a pas su toujours tendre la main qu'il faut à ce dernier
pendant tout ce parcours, vous l'avez dit, il a fait ce qu'il a pu, mais il a bien voulu servir autrement ce peuple qui n'a jamais été là pour lui. Aujourd'hui, il a une raison vraiment d'être redevable au peuple. Tout à fait. Tout à fait. Et j'ai entendu, je crois par le passé, je ne sais pas, c'est pas lui qui l'a dit, je ne l'ai pas entendu le dire, mais j'ai entendu une fois dire que le président aurait dit le peuple est ingrat, et il a voulu servir autrement le peuple, mais le peuple ne l'a pas porté. Non, je pense que c'est un jugement un peu erroné de sa part. Il doit reconnaître à ce peuple quand même qu'il a soutenu. Hein. Depuis 1990 jusqu'à ce jour, le parti, le PRD a toujours été soutenu par le peuple béninois. Le peuple, pour moi, peut être localisé dans un fief du parti politique, mais c'est l'expression du peuple. Sinon, nous avons connu des partis politiques qui n'ont pas pu tenir 2 ans dans l'opposition. Si son parti a pu tenir au moins 25 ans dans l'opposition, il doit être vraiment reconnaissant vis-à-vis de ce peuple. Donc, pour moi, il a encore une occasion, là, en or, de se faire, disons, héros de ce pays, de se faire héros, démocrate de ce pays. Parce que nous pensons qu'il en a les ressources, il en est capable et il doit le faire. Il est aujourd'hui le président, la 2e personnalité de notre pays. Il peut parler au chef de l'État. Il peut lui dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bien. Mais si derrière les sbires du chef de l'État continuent de lui faire croire autre chose, il aurait complètement déchargé ses responsabilités. Mais pour l'instant, je pense que nous, au niveau de l'opposition, nous tolérons qu'il soit, disons, qu'il dirige ces négociations, mais nous lui disons que nous sommes très méfiants et nous restons très prudents par rapport à tout ce qui va se passer. C'est pourquoi nous avons voulu avoir un certain nombre de garanties avant de continuer les négociations. Alors, monsieur le ministre, le chef de l'État a dit, même s'il faut apporter des amendements à la Constitution, qu'il est preneur. Est-ce que vous pensez que par le truchement donc des consensus à valeur constitutionnelle, on peut toucher la Constitution? Non, dans ces conditions, il n'en est pas question. Pourquoi on va toucher la Constitution? Si vous ouvrez cette brèche, c'est foutu. Non, il n'en est pas question. En tout cas, pour l'opposition, il n'est pas question de toucher à notre Constitution pour l'instant. Mais on peut toujours trouver des solutions et rester dans le délai constitutionnel pour organiser ces élections. Dans ce cadre, nous sommes preneurs. Mais si c'est pour aller toucher encore la Constitution, eh bien, évidemment, nous ne sommes pas d'accord. On a vu un peu la démarche qui a été celle de l'opposition pour une sortie de crise. Oui. Mais on a suivi ensuite le garde des Sceaux. Oui. On a suivi le chef de l'État. Alors, lorsqu'on fait le bout à bout de ces interventions, est-ce que cela augure honnêtement d'une sortie de crise? Monsieur le journaliste, moi, je m'en tiens à la volonté du chef de l'État. Je sais qu'à ce poste, ce n'est pas facile. Nous avons des soi-disant partisans ou je ne sais pas qui vous disent autre chose que ce que le peuple veut. Alors moi, je m'en tiens à sa parole. Mais quant à ce que le garde des Sceaux dit, il est dans la position d'un exécutant, d'un ministre qui veut plaire à son chef. C'est ainsi que vous le voyez. C'est comme ça que je le vois. Parce que dire, lui, garde des Sceaux, que l'opposition fait preuve de je ne sais pas comment il a qualifié, fait preuve de négligence, fait preuve d'incompétence, il n'est pas capable. Lui, il est capable. Il n'est pas capable, il n'est pas plus capable que quelqu'un d'autre. Il faut qu'il respecte l'opposition. Moi, je vais lui dire tout simplement à ce ministre de la Justice, nous respectons les institutions, mais il doit également respecter l'opposition. Ils savent ce qu'ils font. Nous ne sommes pas des enfants. Nous avons déjà fait ça plusieurs fois. Ce n'est pas pour cette fois que nous allons manquer de faire ce que nous devons faire. Donc, par exemple, je vais vous dire une chose. Comment voudrait-il que moi je dépose mes dossiers à la Sénat, alors que le ministre de l'Intérieur nous détient encore le certificat de conformité? Après la rencontre avec le chef de l'État, nous sommes allés au niveau du parti. Nous avons procédé aux corrections.
Nous avons déposé ces corrections le 26. Au moment où le chef de l'État nous a dit que les services publics sont ouverts 24 heures sur 24. Mais ce jour-là, à 22 heures, le ministère de l'Intérieur a fermé ses portes. Et à ce jour, depuis le 26, on est combien aujourd'hui? Le 13. Le 13, soit plus de 17 jours, le ministère de l'Intérieur n'a pas daigné répondre à notre correspondance. Comment lui voudrait qu'on puisse déposer nos dossiers si on n'avait pas le certificat de conformité? La preuve, l'USL a déposé ça, le certificat. On a rejeté, oui ou non? Voilà. Il veut qu'on fasse quoi? Ils ont le pouvoir aujourd'hui, c'est bien. Ils les exercent comme ils l'entendent, c'est bon. Mais ils ne sont pas éternels. Ils ne sont pas éternels. Comment entrevoyez-vous l'avenir sociopolitique de ce pays? Moi, l'avenir sociopolitique de ce pays se trouve dans les mains du chef de l'État. C'est lui et lui seul qui va répondre. C'est ce que j'ai toujours dit. Et je lui ai dit lors de notre rencontre, il n'est pas le chef de l'État des partis de la mouvance. Il est le président de la République. Ça veut dire des partis de l'opposition et de la mouvance. Je voudrais encore lui répéter ici ce matin, en lui disant que ces politiciens que nous sommes ne sommes pas comme les hommes d'affaires. Ah bon, c'est quoi la nuance? La nuance, c'est que ces mêmes politiciens qui le soutiennent aujourd'hui seront les premiers à le rejeter et à changer de camp. Malheureusement, pour la plupart, moi, je n'ai jamais fait ça. Parce que je pense, même en politique, il faut de l'éthique, il faut la morale. Et il faut la compétence. Je suis d'accord. Mais ceux que je connais et qui sont autour de lui ont fait leurs preuves négativement par le passé. Et ils seront prêts encore à le faire aujourd'hui. Et donc, moi, je lui dis, ceux qu'il est en train peut-être de terroriser aujourd'hui pourraient être ses meilleurs alliés demain. Mais il doit savoir que nous sommes tous les fils de ce pays et nous traiter à part égale. En tout cas, il a l'oreille attentive. Dit-on qu'on devient maintenant plus que... Voilà minutes, ce que je vais lui dire. Conclure. Et oui, une autre question au ministre. Non, pas forcément une question. Je doute simplement qu'un homme convaincu, malgré lui, garde toujours sa position. La crise de confiance a gagné presque tout le monde et l'opposition beaucoup plus, mais qui est restée quand même ouverte pour une sortie de crise et on le souhaite vivement. Mais est-ce que véritablement les forces Kori pour un Bénin émergent sont aujourd'hui prêts à travailler à cette solution, à cette paix tant recherchée? C'est là la grosse interrogation. Moi, je reste un peu sceptique pour ce que j'ai entendu sur ce plateau. Est-ce qu'il faut rester sceptique pour l'avenir? Non. Fiyaro, vous l'avez dit, le chef de l'État, mais quelle pourrait être, pour répondre autrement, la préoccupation, quelle pourrait être la contribution de cette formation, et pourquoi pas de ses alliés, de l'opposition, pour que la paix soit un fait dans la durée? Non, au niveau de l'opposition, nous sommes... Je vous ai dit, l'opposition a une idée claire de ce qu'il faut faire. Première chose, les lois votées, taillées sur mesure, il faut les mettre de côté. La charte, le code électoral. Il y a un code et une charte qui a permis au président Talon d'être élu. D'être élu dans les conditions que vous savez. On peut les remettre en vigueur. Si ce n'est pas ça, je crois que moi, en tout cas en ce qui concerne l'opposition, nous disons, nous voulons aller aux élections. Parce que c'est avec ces deux instruments qu'ils ont voulu nous écarter. Ils ont voulu nous écarter comme ils ont voulu écarter la plupart d'entre vous, jeunes. Où est-ce que les jeunes vont trouver 249 millions pour se payer une caution? Alors que dans d'autres pays, c'est gratuit, la candidature. Au cas où cet appel ne serait pas entendu, au cas de non, à recourir à l'ancien code, à l'ancienne charte. Lorsque vous allez en négociation, chacun a sa position. L'essentiel, c'est d'être capable de rapprocher ces différentes positions pour trouver vraiment un consensus. C'est tout. Donc, nous sommes ouverts au consensus, mais nous vous donnons d'abord la position de l'opposition. Nous ne savons pas quelle est la position de la mouvance. Eh bien, si la mouvance, par enchantement, avait la même position que l'opposition, eh bien, d'ici demain, la crise sera dénouée, tout le monde ira aux élections, nous allons déposer nos dossiers, etc., etc. Je vais leur dire que nous sommes prêts pour déposer nos dossiers. La seule pièce qui nous manque, c'est le certificat de conformité. Donc, vous n'êtes pas dans la logique du boycott? Non, jamais
au grand jamais. Et c'est ça. Ils veulent nous pousser au boycott. Mais écoutez, nous n'allons jamais boycotter les élections. Jamais. Mais nous n'accepterons jamais que les élections soient organisées sans nous. Jamais. Ah non. Écoutez, on peut dire juste deux petites choses ou deux petites phrases pour permettre à ce que le Bénin reparte sur de bonnes bases. Moi, je crois que le chef de l'État lui-même l'a déjà dit. Et je crois que comme le ministre a tout à l'heure martelé, il veut croire une fois à la parole du chef de l'État qui a dit qu'en montant, je voudrais que les élections s'organisent comme par le passé. Donc on attend donc vivement que cela se traduise en actes. Merci. Quand vous avez le message du ministre, on est venu au thème de cette émission. Vous êtes tenté de dire en 15 secondes peut-être quelque chose très rapidement. Non, je voudrais vous remercier. Merci encore une fois le peuple béninois. Aussi, je voudrais dire au chef de l'État que l'opposition, à travers peut-être ma petite personne, veut croire à sa m'étendue. Mais pour une fois, nous voulons vraiment partir sur de bonnes bases. Bonnes bases. Et puis, on peut s'entendre, il n'y a rien. Nous sommes tous béninois, nous allons nous comprendre. Notre pays nous appartient, nous tous. Merci à vous, Théophile Yarou. Quand Dieu maintenant une fois encore, merci pour la disponibilité permanente. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, merci aussi pour l'attention soutenue. Sans vous, nous n'avons non plus de raison d'être. Et ce plateau n'existerait point. 100% Bénin pour le numéro décryptable du jour. Ce sera tout en fausse compagnie sur cette citation du 16e président des États-Unis, Abraham Lincoln. Je le cite, « Le silence devient un péché lorsqu'il prend la place qui revient à la protestation. Et d'un homme, il fait alors un lâche. » Bonne suite de méditation chez vous et à très bientôt.